Allez, c'est bon, on l'a refait. Re-bienvenue à vous, re-bienvenue de nouveau pour ce débrief. Normalement, ça devrait marcher légèrement mieux, en tout cas, j'espère. Setup mobile, parce que je ne suis pas chez moi. Je suis en Italie, je suis en vacances. J'ai pris cette soirée pour vous débriefer ce match contre Toulouse. Nickel, là, parfait, super. Match que je me suis infligé, donc, en vacances. Et j'aurais pas dû, très honnêtement, j'aurais pas dû. 5e match sans victoire de l'Olympique Lyonnais. 4 défaites et un nul. 1 point sur 15 possibles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise là-dessus? Un match qui avait commencé par une ouverture du score très précoce. Peter Bosz nous avait promis une furia. On nous avait dit qu'il allait écraser les premières minutes et en espèce d'emmener le stade dans des sentiments qu'il ne connaissait plus. On a vu une ouverture de score très précoce, un peu châteuse. Et derrière, plus rien. Jamais on a senti l'OL capable d'écraser cette équipe de Toulouse, de mettre un coup d'accélérateur. Comme d'habitude, une équipe incapable de créer quoi que ce soit, incapable de briller. Combien de temps ça va durer encore? Ça ressemble de plus en plus à du sabotage, hein. Peter Bosz, ça ressemble de plus en plus à du sabotage. On en rigolait la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais dit que ma théorie du complot à moi, c'était que Peter Bosz essayait de se faire virer depuis un an. Là, ça y ressemble de plus en plus quand même. Soit il fait exprès, soit il est complètement perdu. Mais dans les deux cas, il n'y a pas grand intérêt à continuer le calvaire du bonhomme. Laissez-le repartir aux Pays-Bas. Il a suffisamment souffert et repartons de zéro. Mais visiblement, c'est pas le plan de l'Olympique Lyonnais. Le plan de l'Olympique Lyonnais semble être de continuer à s'enfoncer jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit irrattrapable. On n'est qu'à la 10e journée. Tout est encore possible. Il en reste 28. Plus le temps passe, plus les points s'envolent, plus on s'éloigne de plus en plus d'un éventuel podium. Ça me paraît déjà compliqué, mais au moins d'une place européenne l'an prochain. Merci à ceux qui s'abonnent. Merci à Kev, merci à Poubelle TV. Si vous êtes sur YouTube, merci à tous. On a fait 4000 sur le dernier débrief. C'est énorme, c'est x2. Donc merci à vous, même si les chiffres coïncident avec les performances calamiteuses de l'OL. Voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Merci pour les petits pouces bleus, les commentaires, ça fait plaisir. Et ça fonctionne, la preuve, on est de mieux en mieux référencé, ça fait grave plaisir. Pas d'accord avec vous, Peter a proposé un football offensif. Voilà, non. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur ce match? Le problème avec cet Olympique Lyonnais, c'est que les matchs passent et on n'est plus surpris. Moi, j'atteins le stade, et je pense que vous êtes pas mal dans cette situation-là, j'atteins le stade où un but de l'OL, je suis là genre... Et une égalisation de Toulouse, j'explose de rire. Alors, je ne sais pas si c'était les 3 spritz dans le sang ou si c'est juste le dépit éternel du supporter blasé. Mais moi, l'égalisation de Toulouse, j'ai explosé de rire. Ça m'a fait rire, voilà, ça m'a fait rire. Et je pense que quand on arrive au stade où un but encaissé et 2 points de perdu, ça nous fait rire, c'est qu'on est vraiment arrivé au bout de ce qu'on peut supporter en tant que supporter. Merci Carapote pour l'abonnement. Voilà, moi je vous rappelle, je vais vous redire, voilà, je suis en vacances, j'ai ramené ma caméra, mon micro dans la valise, je me suis fait chier à ramener tout ça. J'étais au bar, je buvais des spritz avec ma meilleure amie qui est là-bas et qui se fout de ma gueule depuis 2 heures. Tout ça pour débriefer cette merde, quoi. C'est dur les gars, hein, c'est dur. 4 défaites, un match nul, c'est... Voilà, enfin, je sais pas trop quoi dire. On peut parler des performances individuelles, on va les faire comme d'habitude, on va sortir le paint et on va faire les notes individuelles. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant de faire les notes individuelles de cette équipe, tant l'équipe... En fait, on a un collectif à l'Olympique Lyonnais. Il y a un collectif, l'équipe, elle est sur le même longueur d'onde, elle fonctionne ensemble. Le seul problème, c'est qu'elle fonctionne ensemble pour sombrer, elle fonctionne ensemble dans cette espèce de dépression perpétuelle dans laquelle est emmené ce collectif-là et qui est emmené dans Peter Bosz, l'environnement du club et compagnie. Quand les gens disent qu'on n'a pas d'équipe, qu'on n'a pas collectif, si, on est collectif, ils sont tous soudés pour être nuls. Et ça, il faut quand même le reconnaître, c'est assez brillant. Tous, ils arrivent à être nuls. Il n'y en a pas un qui surnage, il n'y en a pas un qui est bon. Ils sont tous nuls à chier. Et à un moment donné, c'est qu'ils veulent que Peter Bosz saute. C'est pas possible autrement. C'est à un moment donné, il faut quand même... faut abréger les souffrances de ce pauvre bonhomme. Faut abréger les souffrances de ce collectif-là, repartir de zéro. Pendant cet été... Rappelez-vous, on a souvent parlé cet été de faut-il garder Peter Bosz ou pas. Et moi, j'étais de ceux qui disaient je suis pas contre le fait que Peter Bosz s'en aille, par contre, pourquoi faire? Si c'est pour le mettre quelqu'un à la place qui sera pas ambitieux quoi que ce soit, je vois pas l'intérêt de virer Peter Bosz. Aujourd'hui, je vois difficilement comment n'importe qui pourrait faire pire que Peter Bosz. Je comprends pas comment on pourrait faire pire que ça. 1 point en 15 matchs, 1 point sur 15 possible, pardon. 1 point en 5 matchs, qui peut faire pire, honnêtement? Même si vous me mettez René Girard ou Raymond Domenech, je pense pas que ce soit pire. Même Pascal Duprat, vous me dites Pascal Duprat. Alors j'en veux pas, hein, je vous dis pas que je veux Pascal Duprat. Mais je dis, est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut faire pire que cet OL-là?
Voilà, je sais pas où est le problème. Le problème, l'effectif, vous pouvez me dire, hein, on peut me parler de l'effectif, on peut dire oui, il n'y a pas de doublure à droite, il n'y a pas vraiment de milieu créateur, on n'a pas remplacé Paqueta, voilà, on peut jouer de la flûte pendant une demi-heure, hein, mais l'effectif, il n'est pas dégueulasse, on a des joueurs de qualité dans cet effectif. Vous n'allez pas me dire, certes, c'est difficile de peut-être jouer la deuxième ou la troisième place avec cet effectif, mais on doit quand même être capable de prendre plus d'un point sur 15 points possibles. Aujourd'hui, je pense vraiment que chaque match qu'on passe avec Peter Bosz est un match gâché. Et je pense que c'est plus de la faute des joueurs qui ont lâché depuis pas mal de temps. Je pense que c'est plus de la faute de Peter Bosz qui très clairement n'a plus envie d'être là. Par contre, qu'est-ce que fait la direction? Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est quoi le projet? Est-ce qu'on attend que John Textor rachète le club pour faire des changements? Mais à quoi bon? De toute façon, il faudra virer Peter Bosz. On est dans une situation un peu ubuesque depuis grosso modo 3-4 matchs à l'OL, même si ça date d'avant. On est dans une situation ubuesque où le coach sait qu'il va être viré. Les joueurs savent que le coach va être viré, la direction sait qu'elle va virer le coach, et on continue, on fait bien semblant, tout va bien. On a l'impression d'être, vous savez, dans cette situation où vous êtes avec une meuf, vous habitez avec une meuf, et vous savez que ça marche plus le couple, qu'il y en a un qui trompe l'autre et que l'autre trompe l'autre. Vous savez que vous allez devoir vous séparer, vous savez pas quand, vous savez que ça va arriver, puis vous continuez de faire semblant. Le matin, on prend le petit-déj et on sourit. Bah là, c'est un peu pareil ce qui se passe avec Peter Bosz, avec la direction de l'OL, avec les joueurs. Tout le monde fait merveilleusement semblant. On a des belles déclarations dans la presse qui nous expliquent que non, on a confiance en Peter Bosz, non, on est 7e, tout va bien, non, les joueurs sont motivés, on va avoir une furia contre Toulouse. Mais qui y croit encore? Qui y croit? Vous croyez que ce soir, Jean-Michel Aulas, il va encore faire un tweet en nous expliquant que non, on aurait pu gagner, c'est pas de chance, que Aulas va nous dire que non. Aulas nous a quand même expliqué que la dernière défaite de l'OL, c'était la faute de l'arbitrage et que le contenu était bon. Enfin, à un moment donné, je sais que c'est de la communication de crise et que c'est des contre-feux, hein, mais on va nous prendre pour des débiles combien de temps encore? Ça va durer combien de temps, cette situation ubuesque là? Plus personne n'y croit. Plus personne n'y croit. Tout le monde rigole. Les adversaires rigolent, même nous on rigole. C'est une catastrophe, les gars, c'est une catastrophe. Et moi je suis un débile, je prends mon micro, je prends ma caméra et je pars en vacances pour vous faire un débrief. Mais enfin, un débrief de quoi? Un débrief de cette bouillie là? Qu'est-ce que vous avez à garder? Est-ce que vous avez un truc? Moi j'ai un truc à garder de cette rencontre et on en parlera après. C'est l'entrée de Jeffrey Adelaide que j'ai trouvé intéressante. C'est tout. Tout le reste, je vois rien. Je vois rien de positif à tirer de ce match. On peut taper toujours sur les mêmes, parce que l'avantage avec ceux sur qui on tape, c'est qu'ils sont toujours nuls. Thiago Mendes, il a encore été désastreux. Toko Ekambi, il a encore été désastreux. Voilà, bon, on peut taper dessus, hein, on peut prendre un bâton. J'ai pas de bâton là, mais on peut taper dessus, on peut taper éternellement dessus. Mais à un moment donné, c'est pas eux qui sont titulaires. C'est pas eux qui choisissent d'être titulaires. Thiago Mendes, c'est pas lui qui est titulaire en défense centrale tous les week-ends. C'est pas lui qui choisit de l'être. Toko Ekambi, c'est pas lui qui choisit d'être titulaire tous les week-ends. Donc à un moment donné, bon, bah on a Peter Bosz, il est là. Il sait qu'il va rater son année. Il en a rien à foutre, il vient même pas en cours, et puis quand il va au partiel, il écrit 3 lignes, il a 2 sur 20, et puis bon, il dit, bah c'est pas grave, on ira au rattrapage, quoi. Voilà, c'est l'autre en face qui se marre. Il y a plus rien. Chaque match qui passe, il y a de moins en moins de choses dans cette équipe. C'est-à-dire que plus les matchs passent, au début de la saison, on a enchaîné un certain nombre de victoires, un peu à l'arrache, contre des équipes pas ouf, et on pouvait se raccrocher à des trucs. On pouvait se dire, ah, Tolisso, quand même, le jeu long, c'est pas mal. Ah, Lacazette, quand même, le leadership, c'est pas mal. Ah, Castello-Luqueba, fort. Ah, Anthony Lopez, il fait des beaux arrêts. Et en fait, à chaque match qui passe, on a un truc en moins auquel se raccrocher. Ce soir, Anthony Lopez, bon, il peut pas faire grand-chose, il a pas grand-chose à faire, mais bon, il prend le but. Castello-Luqueba est pas si fou. Alexandre Lacazette, voilà, transparent. Corentin Tolisso, ça c'est pas mauvais, mais ça flanche. Et en fait, chaque match qui passe, il y a un truc positif en moins et des trucs négatifs en plus. Et ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? Combien de temps? Tu lis pas le chat? Non, en fait, j'ai un peu de mal à lire le chat là. Ta collègue, oui, c'est ça. Me dit ta collègue est supportrice de Strasbourg, belles vacances de dépressif. Oui. Donc elle rigole, mais c'est moi qui vais rigoler demain. Non, j'essaye de lire le chat, mais comme je suis pas chez moi, j'ai pas les yeux dessus, c'est un peu compliqué. Enfin, je vous donne une idée du setup. J'ai volé un livre pour poser le micro dessus. On est sur un, voilà, il y a des petits tableaux avec des fleurs là, si vous voulez voir, voilà. On est sur un setup à l'artisanal, mais bon, voilà, c'est le travail, les gars. On n'est pas en trêve internationale. Hein. Boss est en train de parler sur Prime. J'ai pas vu. Il y a Lacazette. Alors Lacazette. Qu'est-ce qu'il nous dit, Alexandre Lacazette? Je pense qu'on a eu un peu de mieux, mais encore une fois, défensivement, on est fébrile. Chaque ballon, on est en danger. Au lieu de se remettre en confiance, il n'y a qu'un point. Donc c'est encore pas mal de hier hein, là-dessus. Je dois encore m'ajuster sur le terrain pour être présent à la surface. J'aime beaucoup jouer derrière Moussa, c'est à nous de travailler. Bon, visiblement, il est content. Je sais ce que le coach veut. Attendez, je défends. On sait que Rennes est une bonne équipe en forme. Ils sont dans un espèce de...
ils sont dans une espèce de bulle où ils font tous semblant. C'est quand même incroyable. Lacazette, il sort de ce match, il dit ouais, moi j'aime bien jouer derrière Moussa Dembélé. Prochain match c'est Rennes, c'est une bonne équipe. Mais frérot, t'as pris un point en 5 matchs. Il y a un bouton rouge à un moment, il faut appuyer dessus sur le bouton rouge. Hein. C'est le gyrophare là, c'est la sirène civile. J'ai pas ma soundbox, mais là c'est la sirène civile, les gars. Allô, allô, hein. Donc bon, c'est ça, on attend. On est là, on attend. Alors Peter Bosz, on est très très déçus, il faut être honnête. J'ai vu une très mauvaise première période, on n'a pas joué après le but. Deuxième, c'était mieux sans être exceptionnel, mais on prend un but con. C'est pas vrai, on prend pas un but con. Alors on va regarder les stats, si vous voulez, on va regarder les stats. Et c'est vrai que si on regarde les stats, on peut se dire oh zut, l'Olympique Lyonnais aurait dû gagner ce match. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Il y a un tir dévié, il y a une tête sur corner, il y a une frappe Molasson de Toko Ekambi, mais il n'y a pas grand chose de plus, quoi. Il n'y a pas grand-chose de plus, il n'y a pas de grosse occasion de but. Alors oui, 19 tirs à 5, c'est vrai que Toulouse s'en sort bien avec un match nul, c'est vrai. Ils n'ont pas été très forts ce soir, moi je m'attendais à un mieux de la part de Toulouse, mais... Voilà, on peut analyser les stats et dire « Oh, zut alors, bah ce sera mieux la prochaine fois », sauf que ce sera jamais mieux la prochaine fois. 8 tirs cadrés, oui, 8 tirs cadrés, alors je sais pas où ils sont, je les ai pas vus. On a 7 sauvetages de Maxime Dupé, je les ai pas trop vus non plus. Mais voilà, enfin, à un moment donné, c'est encore une fois, peut-être que Olas, il nous sortira comment il s'appelle, le poète qui lui a envoyé des messages, là, Elliot Mécouille, là, qui va lui envoyer les occasions nettes en disant, regardez, on a bien joué au foot, on aurait mérité de gagner. Mais combien de temps ça va durer, ce numéro de trompette, là? J'ai l'impression d'avoir l'orchestre symphonique des trompettes du Rhône, qui nous fait la même chanson à chaque match, qui nous joue l'orchestre national du cirque, en essayant de nous endormir, mais ça marche pas, hein. C'est pas Peter Pan avec la flûte, hein. Ça suffit. Je rappelle la semaine pro. Ouais, semaine prochaine, c'est Rennes, les gars. Hein. Semaine prochaine, c'est Rennes. C'est-à-dire qu'on peut quand même... Rennes, c'est une bête noire. Depuis pas mal de temps qu'on n'a pas gagné contre eux. Régulièrement, on se prend des pétés contre Rennes. On peut être à 6 matchs sans victoire. On peut être à 1 point sur 18 possible. Et là, on va faire quoi? On va encore faire semblant. On va encore jouer de la trompette. On va encore jouer du trombone et faire genre, oh, bah, c'est pas grave, le prochain match, c'est Montpellier. On va se remettre dans l'avant. Ça va durer encore combien de temps, ce bordel? Combien de temps avant que ce... Et je suis désolé, mais... Je sais que à chaque fois que je dis ça, je m'attire des emmerdes. Et il y avait eu cet épisode à Brøndby où il y avait un mec du virage sud qui était venu me dire alors comme ça tu critiques les virages. Mais les supporters là, les mecs au stade. Alors oui, on va me dire oui, t'as qu'à aller au stade et t'as qu'à t'impliquer. Mais les supporters au stade, les banderoles, c'est mouiller le maillot et bravo Gérard Collomb. Ils sont vachement gentils quand même. Hein. Ils sont très gentils les supporters. Alors oui, eux aussi se sont prononcés pour le maintien de Peter Bosz, comme la plupart des gens d'ailleurs, hein, se sont dit bon bah à défaut de mieux on va quand même laisser à Peter Bosz une deuxième année, mais les supporters, à part siffler, c'est le moment de sortir les banderoles là. Claude Puel c'était à des années-lumière de ça, même Genesio et Garcia c'était à des années-lumière de ça. C'était pas bien, hein. Et encore une fois je vous répète, hein, c'est pas parce que c'est de la merde aujourd'hui que c'était bien avant, hein. C'était mieux mais c'était pas bien. Mais les supporters ils attendent quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent pour foutre le bordel? Vous imaginez cette situation à Marseille? Cette espèce de marasme complet, ce serait la guerre. Alors je vous dis pas qu'il faut tout casser, hein, surtout pas, hein, on n'est pas des sauvages. Mais il faut grogner quand même, il faut grogner un peu. Enfin, ça va durer combien de temps? Combien de temps on va encore prendre les gens pour des cons? Combien de temps on va prendre les supporters pour des cons en leur disant non, Peter Bosz, on y croit. Peter Bosz qui va dire oui, moi j'y crois. Les joueurs qui vont dire oui, Peter Bosz, top, génial. Moi j'en peux plus, voilà, j'en peux plus. T'as pas vu les banderoles au début de match? J'ai vu les banderoles, elles sont très gentilles. Il est temps d'agir, monsieur Olas, c'est vachement poli quand même. C'est vraiment genre, s'il vous plaît, est-ce que... Enfin vous voyez, c'est les gamins à l'arrière de la bagnole, maman, est-ce que je peux acheter un sandwich triangle? Enfin, non, gueuler là, faut foutre le bordel, enfin, faut siffler, enfin... La cam bug un peu, ouais mais c'est normal, c'est parce que le PC fatigue, donc c'est pour ça. Normalement le débit est bon, donc ça devrait pas bugger, mais je pense que le PC fatigue un peu, là. Il est un peu fatigué. Non, voilà, je sais pas quelle est la solution, je sais pas comment on peut faire bouger ce club, comment on peut changer ce merdier. Moi, à titre personnel, je suis personne, je peux rien faire. Les mecs au stade ont un pouvoir limité aussi, mais tant qu'il y aura des œillères en haut lieu, moi, mon espoir, mais j'ai pas trop d'espoir là-dessus, hein. Faut un coach qui a des couilles, mais ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Aujourd'hui, on peut refaire l'échelle des fautifs et la pyramide des fautifs. Moi, aujourd'hui, il y a un truc que j'espère. C'est que notre ami John Textor, qui va quand même mettre un paquet de pognon dans le club, se rende compte du marasme qu'est l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, et que quand il va prendre les choses en main,
fasse des grands changements. Et quand je dis des grands changements, c'est pas juste le coach. J'ai cet espoir-là, cet espoir qui a été plus ou moins sous-entendu par Thomas Lacondémine, l'ami de Juninho qui devait bosser au club puis finalement non, qui nous a sous-entendu que John Textor foutrait un sacré sbeul au club quand il reprendrait la main. Et que c'est pour ça que l'OL bougerait pas pour l'instant, parce qu'il devrait savoir que ça va être un sacré bordel. Moi je pense quand même que si vous êtes John Textor, que vous avez mis 850 millions dans l'Olympique Lyonnais, vous avez peut-être pas envie que ce soit autant la merde que ça. Donc mon espoir, c'est que John Textor foute le bordel. Sauf que si John Textor fout le bordel, ça sous-entend qu'il remplace les gens qu'il va virer. Et est-ce que John Textor a les capacités de s'entourer des bonnes personnes? Je sais pas. Honnêtement, j'ai un doute. Donc ça, on va voir. Mais clairement, aujourd'hui, il y a un constat terrible, qui est que les joueurs, il y en a qui sont catastrophiques, vraiment qui n'ont pas le niveau pour être dans un club de ce niveau-là, qui ni dans l'implication, ni dans le niveau technique, on peut les citer, il y en a beaucoup. Le coach, il n'a plus rien à faire là. Et Dieu sait que j'ai cru en lui, Dieu sait que j'ai voulu croire en lui, mais le coach, il est rincé, complet, il est dépressif, il est sous Prozac. Il faut le mettre dans le premier Thalys et le renvoyer à Rotterdam, il va se faire du mal, le bonhomme, on va le retrouver dans la Saône. Et au-dessus, il y a des erreurs de gouvernance qui sont terribles, que ce soit sur le mercato, ou dans les choix des joueurs, ou dans les choix de maintenir le coach. À un moment donné, il faut aussi répondre de ses actes. Ça fait 4 entraîneurs d'affilée que c'est de la merde, et que c'est de pire en pire. Les fautifs, ce sont les entraîneurs, mais c'est aussi la direction sportive. Quel est le bilan de Vincent Ponceau depuis qu'il a plus ou moins pris les rênes de l'Olympique Lyonnais? Quel est le bilan de Bruno Chéroux depuis qu'il est directeur sportif, ou depuis qu'en tout cas qu'il a pris la place de Juninho? Comme on l'a dit la dernière fois, l'OL a choisi son chemin. Ils avaient le choix entre maintenir Juninho ou choisir Ponceau et Chéroux. Ils ont fait ce choix-là. Aulas a fait ce choix-là. Maintenant, il va falloir l'assumer. Ce choix-là est une erreur. L'OL ne fait que décliner. C'est encore pire qu'avant. Donc, virer Juninho n'a rien amélioré. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on ajuste? Qui on dégage? Parce qu'à un moment donné, il faut quand même prendre des décisions radicales, là. Il faut quand même prendre des décisions radicales. Vous avez vu l'interview de Sidney Govou, qui l'a dit clairement. Alors je pense que Sidney Govou, il a une idée derrière la tête quand même. Vous vous rappelez qu'il avait été auditionné pour être directeur sportif et compagnie, qui a quand même dit que Aulas s'entourait de personnes incompétentes. C'est quelqu'un, Sidney Govou, c'est quelqu'un dont la parole a du poids, et je pense qu'à un moment donné, si lui-même balance des scuds comme ça dans les médias, c'est qu'il doit quand même savoir que ça va bouger à un moment donné. Juni aurait dû rester. Je sais pas si Juni aurait dû rester. Par contre, si tu vires Juni, je suis pas sûr que donner le plein pouvoir à Bruno Chéroux et à Vincent Ponceau soit la bonne solution. Vincent Ponceau n'est pas un directeur du football. Vincent Ponceau est un excellent gestionnaire, mais il connaît pas grand-chose au football. Bruno Chéroux, les échos qu'il y avait de lui du côté du Paris Saint-Germain quand il y était, étaient pas des super échos. C'est quelqu'un qui est très peu expérimenté dans ce domaine-là, qui n'a pas de réseau, très peu de réseau pour acheter, mais surtout pour vendre. Et on sait qu'à l'OL, vendre, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a un constat d'échec général, du bas de la pyramide, les joueurs, au milieu de la pyramide, le coach, au sommet de la pyramide, c'est-à-dire les dirigeants. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire à l'Olympique Lyonnais pour changer, pour inverser cette dynamique-là? Pour moi, il faut tout changer. On avait déjà des exemples des indices la saison précédente qu'il fallait quand même changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on en a la certitude. Ludo Giuli, pas ouf son taf, mais il y a un entre-soi à l'OL, on le sait qu'il y a un entre-soi. Il compte parler de Zigoto. C'est vrai qu'on les entend pas trop parler. Ça se cache un petit peu quand même. Personne prend ses responsabilités dans ce club. On a des tweets de Aulas, mais sinon, à part ça, voilà. Je suis désolé, ce débrief va tourner un petit peu en rond. C'est pas qu'on va s'emmerder, mais on peut faire les performances individuelles, mais les matchs se suivent et se ressemblent terriblement. On n'a rien dans le contenu, on n'a rien dans l'application. On a une équipe qui est incapable d'accélérer. Vous avez vu Lens, le dernier match. Lens est une équipe qui est capable d'accélérer, qui est capable à un moment donné de se dire « Bon là, les gars, on va mettre 10 minutes, on va leur rouler dessus ». À aucun moment, l'Olympique Lyonnais est capable d'accélérer, capable de montrer un semblant de domination dans le jeu. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc... moi, je sais pas, voilà, on va enchaîner, on va continuer, on va jouer contre Rennes, et puis contre Rennes, on va faire le débrief, et ce sera la même chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Tant que les choses changeront pas, on va répéter la même chose. Et vous êtes 1200 là, 1200 viewers à m'écouter raconter la même chose toutes les semaines, avec l'odeur du sang. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je prendrais bien un shot de Seigneur. Non mais c'est déprimant en vrai, c'est déprimant. C'est dur d'être supporter, c'est dur. Parce qu'à un moment donné, si on veut prendre un peu de recul, ça fait 10 ans que ça dure. Ça fait 10 ans que le déclin de l'OL est amorcé. Il a été amorcé, à mon sens, par l'échec de Claude Puel, où on a décidé d'une stratégie sportive au rabais.
Ce qui était nécessaire à cette époque-là, quand il y a eu Rémi Garde, c'était une stratégie sportive au rabais. Petite recrue, petites ambitions, petits résultats. Mais c'était pas grave, parce que c'était cohérent. On avait du Bako Koné, on avait du Arnold Mbemba, on avait du Gaël Danic, on pouvait difficilement espérer faire deuxième de Ligue 1. Donc on a eu cette période de transition, qui aurait dû durer 2-3 ans avec Rémi Garde, et derrière on a eu Hubert Fournier, et derrière on a eu Bruno Genesio, et jamais l'OL a été en mesure de redécoller. Et ça fait globalement 10 ans qu'il n'y a pas de titre, 10 ans qu'il n'y a pas de trace de titre. Rappelez-vous la finale de la Coupe de la Ligue où Lyon est jamais en position de la remporter. Pas d'ambition, pas de projet sportif sur le long terme, pas de staff compétent, pas de coach compétent, aucun coach capable d'amener cette espèce d'aura. Le dernier coach qui a amené une aura, c'était effectivement Bruno Genesio, qui était capable, dans certains matchs, les gros matchs, de galvaniser ses joueurs, mais ce n'était pas sur le long terme. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas eu un projet concret à tous les plans. Voilà, on voit Lens, ils ont une cellule de recrutement cohérente, ils ont un entraîneur cohérent, ils ont un effectif cohérent, ils ont un public qui suit, ils ont une vraie communion. Lyon, ça fait depuis les grandes années qu'on n'a pas eu cet alignement des planètes-là, ne serait-ce qu'une seule saison. On pourra se cacher derrière « Ah, on a joué le titre avec Hubert Fournier alors qu'on finit avec 65 points ». On pourra dire « Ah, on a joué le titre avec Rudy Garcia alors qu'on finit à je ne sais pas combien de points derrière. L'illusion aura duré assez longtemps ». Depuis le nouveau stade, effectivement ce que tu me dis néo-pyrogène, là, depuis le stade, c'est compliqué. Mais le stade ne doit pas être une excuse à tout. C'est pas parce que l'OL est dans l'obligation de gagner de l'argent tous les ans que l'OL doit... Enfin, je suis désolé, il y a d'autres clubs qui sont dans l'obligation de gagner de l'argent tous les ans. Monaco est une équipe qui est en déficit structurel, qui n'a pas de recettes billetterie ou très peu, qui a très très peu de recettes de manière générale et qui est obligée de vendre tous les ans. Ça les empêche pas d'avoir des projets sportifs cohérents, pas tous les ans, il y a des années d'échecs, mais Monaco, c'est champion de France sur les 10 dernières années, c'est une demi-finale de Ligue des Champions, pardon. C'est possible en étant intelligent, en ayant une planification sportive, d'avoir des one-shots. Même Lille, c'est pas une équipe qui a des moyens colossaux, ils ont failli couler, mais à un moment donné, il y a un truc qui marche. Il y a un truc qui marche au moins une année. Au moins une année. Ça fait combien d'années que Lyon, ça n'a pas marché? Qu'on est toujours sur un fil et que quand ça fonctionne, c'est sur un fil. La Ligue des Champions, le Final 8, c'est sur un fil, c'est 2 matchs. C'est 2 matchs. C'est la Juventus et City, qui sont des énormes matchs et des très très grands moments, je vous dis pas le contraire, mais c'est sur un fil. La saison de Rudy Garcia, où finalement tu termines 4e, c'est sur un fil toute la saison. À un moment donné, ce fil pète. C'est Lucas Paqueta qui porte l'équipe, mais à un moment donné, on aimerait bien avoir un collectif, on aimerait bien avoir un truc qui colle, qui fonctionne, avoir un alignement des planètes où on se dit, putain, on arrive le week-end, on va se dire, ah cool, un match de l'OL. Voilà, c'est un cache-misère. C'est exactement ce que tu nous dis, Jules. Ça fait 10 ans que c'est cache-misère sur cache-misère et que chaque cache-misère sert à cacher la misère des années suivantes. Oui, mais on était qualifié en Ligue des Champions. Oui, mais on a fait demi-finale d'Europa League en 2017. Oui, mais on a fait demi-finale de Ligue des Champions, on a battu Manchester City. Oui, mais l'année dernière, on jouait le titre. Oui, mais il y a eu le Covid. Et en fait, l'Olympique Lyonnais, depuis 10 ans, c'est une somme de oui, mais. Quand est-ce qu'on va pouvoir vibrer un petit peu? Quand est-ce qu'on va pouvoir dire « Ouais, on n'a pas été bon, mais c'est pas grave, c'est une exception ». Non, parfois, il y a des exploits qui nous font oublier pendant quelques semaines qu'on est nul à chier. Il y a un Manchester City par là, il y a un Olympique de Marseille par ici, il y a un derby gagné 5-0 par là, et plus le temps passe, moins ces événements-là sont notables. Sous Genesio, c'était globalement pas terrible, mais il y avait une campagne d'Europa League sympa par ici. Il y avait, on tartait l'OM, on tartait l'AS Saint-Etienne, parfois on gagnait contre le PSG. Rudy Garcia, c'était de la merde, mais on a eu un petit coup en Ligue des Champions qui nous a fait un peu bander. Et depuis, il y en a de moins en moins. Et en fait, chaque année qui passe, chaque saison qui passe, il y a de moins en moins de moments forts. En plus, pas de bol, cette année, LS Saint-Etienne est en Ligue 2, donc on n'a même pas le derby pour avoir un petit peu d'émotion. On est parti sur les bases d'une saison sans émotion. On part sur une saison où on ne va pas vibrer du tout. On n'a pas vibré contre le PSG, on n'a pas vibré contre les petites équipes parce que c'est toujours de la merde. On ne va pas vibrer contre l'OM, on ne va pas vibrer en Coupe d'Europe puisqu'on n'est pas en Coupe d'Europe. Vous vous rendez compte quand même, ça fait 10 journées de Ligue 1, on n'a pas vibré une seule fois. Pas une seule fois, on a eu un petit frisson, on se dit « Ah là, j'aime bien le football. » Non, ça fait 10 journées. 10 journées et il n'y a rien. Combien de temps ça va durer? 11 journées, 12 journées, 13 journées jusqu'à la Coupe du Monde? Et puis on va arriver avec un nouveau coach qui va commencer contre Brest le 28 décembre. Et c'est ça qu'on va attendre jusque-là? On va attendre jusque-là? Non mais Angers, les gars, le 5-0 contre Angers, il est sympa. Mais vous n'allez pas me dire que vous avez une goal d'enfer contre Angers. Vous vous êtes dit, putain, ça y est, c'est parti, on va jouer au foot, quoi. Angers, les gars, Angers. Putain, on en est arrivé là. On en est arrivé à se dire, 5-0 contre Angers, c'est le highlight de la saison, quoi. Si j'ai un bon souvenir de la saison, c'est le 5-0 contre Angers. Même avec Genesio, on gagnait 5-0 contre Toulouse et on était là, genre, ouais, on est content. On a gagné 5-0 contre Toulouse, on a gagné 4-0 contre Metz.
Ouais, c'est normal. Ouais, les gars, 5-0 contre Angers, c'était quand même le feu. Hein. On en est là, quoi. On a une équipe qui joue le maintien, quoi. Ouais, on a gagné 2-1 contre Ajaccio. Waouh, le feu, les gars. On a vibré. Putain, on a battu Auxerre. On a tenu bon. À domicile contre Auxerre. Ça, c'était un bon match, ça. Ça, on a été des cadors. 2-1 contre Auxerre. Ça, costaud. Trop fort. Ça va durer combien de temps encore? Combien de millions de budget pour ça, quoi? Ça manque surtout de caractère. Mais bien sûr que ça manque de caractère, ça manque d'ambition, ça manque de recul, ça manque de remise en question. Les joueurs, ils sortent de ce match-là et ils sont pas effondrés. Ils sont là genre, ouah, on fera mieux qu'on traîne. Putain, mais la honte, quoi. Ils font tous semblant, tout le monde fait semblant. Si vous voulez, on fait un débrief en faisant semblant. Hein. Bonjour, bienvenue pour ce débrief de ce beau match nul contre Toulouse. C'est vraiment pas de bol, hein. On aurait pu bien enchaîner après les 3 victoires de suite qu'on a enchaîné contre Lens, le Paris Saint-Germain et c'était qui d'ailleurs? Lorient. Voilà. Prochaine fois, on va affronter Rennes la semaine prochaine. Il y a moyen de remonter à la 2e place du classement. Tout va bien. Il faudra peut-être faire un petit peu mieux parce qu'une victoire 2-0 contre Toulouse, c'est pas suffisant. Non mais... un bon point pris, ouais, exactement. Bon point pris contre un candidat pour le maintien. Moi, je sais plus quoi vous dire. Voilà, vous voyez, ça fait 26 minutes, on arrive déjà à court de choses à dire. Vous voulez qu'on fasse les notes, qu'on rigole un peu? Bah, mais ouais, voilà, mais ce que tu dis, on devrait pourtant s'habituer à la 8e place. Mais vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui, on est 7e, 8e de Ligue 1, et il n'y a pas d'alerte rouge, quoi. C'est pas l'incendie, on n'appelle pas les pompiers, c'est normal. C'est normal, c'est l'Olympique Lyonnais de l'année 2022 et 7e de Ligue 1, et ça n'alarme personne, parce qu'on n'est que à 3 ou 4 victoires et défaites des concurrents, du podium et compagnie. La saison est déjà flinguée, hein. La saison est déjà flinguée. À moins de réagir très très vite, la saison est flinguée. Parce que parti comme c'est parti, il nous reste encore quoi, 6 ou 7 matchs avant la Coupe du Monde. 6 matchs, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on va être à quoi? On va être à combien? 15, 16, 17 points du podium à la Coupe du Monde? On fait quoi avec ça? Monaco l'a fait, la remontada. Vous croyez qu'on y croit, la remontada? On regarde les matchs sans aucune envie comme une pizza restaurante. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les matchs de l'OL, c'est des pâtes panzani au ketchup, quoi. On avait l'habitude de manger bien, et là, on nous donne des pâtes avec du ketchup dedans et du ketchup Eco Plus. Et on mange, voilà, parce qu'il faut bien manger quand même. Hein. Mais voilà, on peut être 11-12e après cette journée. Je préfère les pâtes à la pizza. Non, mais voilà, vous voyez, c'est très con, mais moi, mon ressenti perso, c'est que je me dis, putain, à quoi bon? Je fais ces débriefs parce que vous êtes nombreux, et puis parce que voilà, c'est notre défouloir et compagnie, et puis parce que Parion Sport est là, et je les remercie d'ailleurs, parce que heureusement qu'ils sont là. Moi j'en ai marre, hein, j'en ai ras le cul, on dit les mêmes choses toutes les semaines, dire oh bah voilà, tout le monde s'en fout, ça me déprime en vrai. Ou alors ça y est, ça me fait rire quoi. T'es dur avec Ristorante. C'est notre thérapie. Ouais, mais à quel moment on va avoir droit au bonheur? Est-ce qu'on a eu trop droit au bonheur pendant les années 2000 pour avoir droit au bonheur dans les années 2020? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que ça s'équilibre à un moment donné et qu'il faut qu'on en chie pendant 40 ans parce qu'on a gagné 7 titres dans les années 2000? C'est ça le deal? Putain, le deal, il est sacrément foireux. J'aurais aimé être plus jeune dans les années 2000, moi. Hein. Vous imaginez les petits gars, là, les petits gars qui ont, je sais pas, 20, 21, 22, 23 ans, quand ils ont commencé à regarder le football, c'était, je sais pas, en 2007, 2008, 2009, ils se sont dit « Ah ouais, j'aime bien l'Olympique Lyonnais, c'est une belle équipe, j'adore Juninho, j'aime bien Lisandro Lopez. » Ils se sont mis à supporter l'Olympique Lyonnais, ils ont jamais vu un seul titre. Et les pauvres, ils sont là genre « Putain, j'ai pas choisi le bon club. Merde alors. » C'est ça, c'est... Putain, mes pauvres gars. Moi, j'ai 30 ans, hein, bientôt 31. Moi, j'ai connu les grandes heures. Moi, l'Olympique Lyonnais, à un moment donné, j'ai cru et j'avais des raisons de croire qu'on allait gagner la Ligue des Champions parce qu'on était la meilleure équipe d'Europe ou au moins top 3 en Europe des meilleures équipes de football. Mais vous, mes petits gars qui avaient 20, 21, 22, 23 ans, mais comment vous faites pour tenir moralement? Vous pouvez même pas bander sur un Lyon-Lens en 2002, vous l'avez pas connu, vous étiez à peine né, vous étiez encore en train de boire du lait et dans la poussette, là. Mais comment vous faites? Comment vous faites pour tenir moralement? Vous avez rien pour vous consoler? C'est terrible quand même. C'est terrible. Enfin bon courage à vous les gars, hein, bon courage. Un jour ça ira mieux, peut-être pas tout de suite, mais un jour ça ira mieux. Allez, une demi-heure, même si c'est pas vraiment une demi-heure parce qu'on a eu des soucis techniques en début de débrief, on va passer aux notes. Alors attendez, il faut que je le configure du coup, parce que je suis pas sur le PC habituel. Donc on va, hop là, stat, paint, voilà, ça arrive.
Alors, en plus, j'ai pas ma souris habituelle, donc je vais pas pouvoir dessiner super bien. Alors, non, ça c'est noir, c'est pas exactement ça que je veux. Alors, les notes. Les notes. Nous avions aujourd'hui... Pourquoi ça marche pas? Nous avions un très très beau 4-4-2. Voilà, hop. Il est beau, hein, mon terrain. Alors, les notes. Chaque chose en son temps, les gars, hein. On va faire comme d'habitude. Alors, nous avions dans les cages notre ami Lopez. Nous avions Tango... Ah, mais là, j'ai du mal, là. Tango Merguez. Nous avions Lukeba. Nous avions Taglia. Ah ouais, mais quand c'est pas une souris gamer, les gars, c'est dur, hein. Tagliafico. Là, nous avions Malou Lagouste. Nous avions Le Penant. Oh, c'est dur, hein. Ouh là là, c'est très dur. Le Penant Tolisso. Tété. Lacazette. Dembélé. Et Toko et Kambit. Voilà. Ok. Hop. Alors, les notes. On va commencer par Lopez. Anthony Lopez. Alors après, c'est dur, Anthony Lopez. Il y a 2 tirs cadrés. Il ne peut pas faire grand-chose. Il n'a pas été mauvais ce soir, Anthony Lopez. Sur le but, pas sûr qu'on puisse lui reprocher grand-chose. On va lui mettre 5 à Lopez. On va lui mettre 5 parce que c'est dur aujourd'hui pour lui. C'est vrai qu'on est sur un match qui n'est pas dominé par Toulouse. Hein. On est sur un match qui n'est pas dominé par Toulouse. Il n'a pas grand-chose à faire. Malheureusement, il s'incline sur une défense qui est calamiteuse, mais on en parlera après quand on va faire la note de Tango Merguez. Voilà, 5 pour Lopez, c'est un match qui est plutôt neutre dans l'absolu. Il aurait pu avoir 6 ou 7 s'il avait sauvé ce but-là, mais franchement, c'est très très dur. C'est pas lui le fautif dans cette rencontre. C'est pas lui le fautif dans cette rencontre. Tagliafico, moi je l'ai trouvé moyen. Pas bon ce soir, moyen. On attend un peu plus de lui. Il n'a pas été naufragé complet. Moi je mettrais 4. Moi je mettrais 4 pour Tagliafico. Je ne l'ai pas trouvé très très brillant offensivement. Après c'est toujours dur pour Tagliafico de briller avec Toko Ekambi. Toujours très 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 dur. Mais je ne vois pas la moyenne pour Tagliafico sur ce match-là. C'est pas un bon match de Tagliafico. Voilà, c'est pas un bon match tout court de l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas été bon. Après, c'est toujours le même problème avec Tagliafico. C'est toujours le même souci. C'est-à-dire que Tagliafico, je l'aime bien, mais il joue ici. Il se met là. Il se met dans cette zone-là, Tagliafico. Et Toko, il se met dans cette zone-là. Du coup, c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. On n'occupe pas la largeur. C'est toujours la même chose. Et à un moment donné, on en a déjà parlé la dernière fois, qu'est-ce qu'il fout Peter Bosz, quoi? Putain, mais dis-leur à tes joueurs, dis-lui à Tagliafico, arrête de rentrer intérieur, ou dis à Toko de manger la ligne. Mais putain, mais... en vrai, je rigole pas, je pense vraiment que Peter Bosz, il en a plus rien à foutre, qu'il essaye de se faire virer, que de toute façon, il va se faire virer. Donc voilà. Tagliafico reste le meilleur défenseur ce soir, ouais, mais c'est pas forcément un bon référentiel, ça. Mais bon. Quoique c'est le premier match où Toko a combiné avec Tagliafico. Ouais, un petit peu. Mais il est pas souvent servi, hein. Il n'est pas souvent servi. Je pense que Tagliafico, peut-être qu'il réussira à jouer au football quand il aura plus Toko devant. Mais bon, en attendant, bon. Lukeba, malheureusement, c'est un peu comme tout le temps avec l'Olympique Lyonnais. Vous savez, c'est des zombies, c'est-à-dire que quand ils rentrent dans l'équipe, ils se font mordre et il faut quelques temps avant qu'ils deviennent des zombies. Lukeba, ça y est, c'est devenu un zombie. Il a été zombifié comme tous les autres. Il est mauvais et il est pas bon dans le jeu. Et c'est triste. Lukeba, lui qui a porté l'équipe pendant toute la saison précédente, ça y est, il devient fadasse, friable. C'est triste. C'est triste, il devrait progresser, il devrait grandir, il devrait devenir de mieux en mieux, Lukeba. Et il a commencé sur les chapeaux de roue l'an dernier, c'était un des seuls à être toujours au rendez-vous. Et Lukeba, ça y est, il est au niveau de tout le monde. Ça y est, il est zombifié. Donc bon, et ouais, puis il y a cette déclate du Lukeba, oui, l'équipe de France, le mondial, j'y pense et tout ça. Tu veux pas penser à ton club avant, là, Cacré, Cherki, Aouar, tout ça, ça joue de la trompette. Vous voulez pas penser à votre club avant de penser à votre carrière? Parce que mon ami Castello, faut pas oublier que tu joues dans une équipe qui est derrière Lorient quand même. Donc on t'adore, hein, Castello, mais avant de penser à l'équipe de France, alors oui, le journaliste lui pose la question, évidemment, hein, mais Thiago Mendes. Eh ben, méga surprise, Thiago Mendes est encore fautif. Je crois que ça fait 7 ou 8 erreurs qui concèdent un but sur les 15 derniers matchs, quelque chose comme ça. Thiago Mendes, ça commence à faire... l'addition
Les gars, c'est 15 spritz à Saint-Tropez, hein, au Martinez. Hein. C'est à Cannes plutôt. C'est commence à être sacrément lourd de l'addition. Hein. C'est terrible, Thiago Mendes. Mais Peter Bosz, il a dit, Thiago Mendes, c'est un excellent défenseur central. Donc, on continue. Thiago Mendes, défenseur central. Pourquoi arrêter? Après tout, c'est une si bonne idée. Donc, écoutez, on continue. 1. En vrai, c'est dur parce que c'est pas un match qui mérite 1. C'est pas un match qui mérite 1. Mais pour l'ensemble de son œuvre, voilà quoi. C'est pas possible. À un moment donné, c'est plus possible que Thiago Mendes il soit encore titulaire dans cette équipe-là, alors qu'on a vu une très belle performance de Sinali Diomandé le week-end dernier, malgré la défaite. On a vu Sinali Diomandé qui était plutôt pas mal. Et il est sur le banc. Moi, franchement, je suis Sinali Diomandé, je pète un plomb. Vous imaginez, vous êtes Sinali Diomandé, vous sortez des performances qui sont plutôt sympas, plutôt bien, c'est un mec qui est fiable, c'est pas le plus grand défenseur central de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, mais c'est un mec qui est plutôt fiable, il a le niveau Ligue 1, honnêtement. Il n'a pas le niveau podium de Ligue 1, mais il a le niveau Ligue 1. Alors faut pas oublier que Sinali Diomandé, il a commencé le foot il y a 5 ans, donc il a une marge de progression qui est plus haute que la plupart des joueurs. Je vous dis pas que c'est Samuel Umtiti, mais quand même. Mais vous êtes Sinali Diomandé, mais vous avez envie de vous défenestrer là. Vous avez envie de vous défenestrer. Moi, je vous le dis, je pense que toute chose étant égale par ailleurs, si jamais Peter Bosz ne saute pas, je pense que Sinali Diomandé va partir cet hiver. Parce qu'il va être écœuré. Il va partir loin, et il va en avoir marre. Mais c'est normal. Imaginez, Diomandé, 21 ans, il a toutes les raisons du monde de jouer au football, et il joue pas au football parce qu'on lui préfère un mec, parce que le coach, il a décidé que ce mec-là était défenseur central, malgré 7 buts concédés en 15 matchs uniquement par sa faute. C'est un enfer. Et je vous dis pas que Sinali Diomandé est parfait, hein. Je vous dis pas que c'est le meilleur défenseur de Ligue 1, je vous dis pas qu'il est infaillible et compagnie, mais encore une fois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on réclame des joueurs plutôt que d'autres, la réponse qu'on a, c'est oui, mais il est pas si fort que ça. Mais putain, regardez la concurrence, quand on réclame Cherki et que vous nous dites oui, mais Cherki fait des gris-gris et compagnie, mais putain, Cherki c'est pas pour remplacer Zidane ou Djorkaeff, Cherki c'est pour remplacer Toko. Vous allez pas me dire que c'est pire? Là, c'est pareil, le Diomandé, oui, mais Diomandé, le potentiel est pas si ouf, oui, mais Diomandé, il est encore friable, mais c'est pas pour remplacer Maldini ou Costa Curta, c'est pour remplacer Thiago Mendes. Vous allez pas me dire qu'il est plus nul que lui, quand même. Donc à un moment donné, stop. Enfin, faut arrêter de penser que l'Olympique Lyonnais est un club de Ligue des Champions. Un mec comme Diomandé, évidemment que si demain on joue le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est un peu léger, mais demain on joue pas le Real Madrid à la Ligue des Champions, demain on joue Lorient et les Stacks. Vous allez pas me dire que Sinali Diomandé, c'est pas suffisant, parce que Thiago Mendes, par contre, c'est pas suffisant, ça c'est sûr. Donc à chaque fois, vous avez je dis vous, c'est pas forcément vous sur le chat, mais il y a un référentiel sur les mecs jeunes ou les mecs qui sont pas titulaires de oui, mais il est pas au niveau. Mais putain, vous envoyez combien des mecs au niveau dans les 11 ? On vous demande pas de remplacer des cadors, on vous demande juste d'avoir des mecs qui donnent un minimum de satisfaction. C'est tout. Aujourd'hui, la défense centrale de l'OL, c'est Lukeba. Bon, Lukeba, il est indéboulonnable parce qu'il est quand même fort, même s'il est dans un creux de la vague. Thiago Mendes, c'est nul. Damien Da Silva, c'est nul et c'est en fin de contrat. Jérôme Boateng, c'est à la retraite et c'est en fin de contrat. Qu'est-ce qu'on fout avec Sinali Diomandé sur le banc? La seule chose qu'on va réussir, c'est que Sinali Diomandé, il va partir. Et que l'an prochain, il y aura plus Da Silva, il y aura plus Boateng, il faudra recruter un défenseur parce que Sinali Diomandé sera parti. Putain, c'est ça que veut la direction sportive? C'est comme ça qu'on gère un club? Putain, moi j'aimerais bien savoir comment ça marche, hein. Voilà, bref, Thiago Mendes 1, Gusto, Gusto c'est un peu pareil, hein, c'est-à-dire que Gusto, l'apport, c'est toujours pareil Gusto, c'est-à-dire qu'il progresse pas non plus, il progresse pas, personne ne progresse dans cette équipe, de toute façon, personne ne progresse dans cette équipe depuis 5 ans. Gusto, normalement, il doit monter. Vous voyez, il doit monter, il doit progresser petit à petit. Gusto doit devenir un défenseur fiable de Ligue 1. Il ne progresse pas défensivement. Il a toujours cette capacité athlétique qui fait du bien à l'équipe parce qu'il a cette capacité à faire les efforts et cette capacité à éliminer par sa vitesse. Mais ça ne suffit pas. Et défensivement, ça ne suffit pas non plus. Donc ouais, Gusto, c'est pas bon ce soir. Ça apporte pas assez. Voilà, Gusto depuis le live Twitch, c'est devenu Zach Nani. Gusto et Cacré. Hein. Cacré qui n'est pas titulaire ce soir et c'est pas plus mal. Voilà, et là on en revient, et je vous jure, j'en ai marre, j'ai l'impression de radoter, j'ai l'impression d'être un vieux de 80 ans qui radote. Johan Le Penant. Johan Le Penant, c'est le meilleur joueur de l'équipe ce soir. Et ça m'emmerde, ça m'emmerde que Le Penant soit le meilleur joueur de cette équipe. Voilà, c'est un bon joueur, Le Penant, c'est un excellent joueur. Mais dans quel monde, merci Vernatsky pour le bon. Dans quel monde, Johan Le Penant, qui jouait à Caen l'an dernier, est le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais, club avec la deuxième masse salariale de Ligue 1 qui ne joue pas la Coupe d'Europe. Comment ça se fait que Johan Le Penant soit le mec qui porte cette équipe? Mais c'est dramatique, les gars, c'est dramatique.
Je suis désolé d'avoir cette grille d'analyse-là sur Johan Le Penant, parce que j'adorerais dire que c'est un super joueur, qu'il a une sérénité pour son âge qui est folle, qu'il a une qualité de passe admirable, qu'il est serein et qu'il apporte énormément à cette équipe. Et j'aimerais pouvoir faire cette analyse-là dans un prisme positif, mais je suis obligé d'avoir le prisme négatif avec Johan Le Penant en disant mais comment ça se fait que lui, avec ses 19 piges et son expérience extrêmement limitée du haut niveau, soit capable de se mettre à la hauteur du club et pas les autres? Ça rentre fou, ça rend complètement fou. Pourquoi lui? Pourquoi pas les autres? Ils sont incapables, les autres? C'est un enfant, Johan Le Penant. Il a 19 ans. Pourquoi lui, il est capable? Ça rentre fou. Bon, bref, il n'est pas encore zombifié, ça va pas tarder. Tolisso. Tolisso, c'est toujours la même grille d'analyse, hein, les matchs se ressemblent, c'est-à-dire que Tolisso, on sent quand même qu'il y a quelque chose. On sent quand même qu'il y a l'expérience, qu'il y a une certaine science, qu'il y a une qualité de passe longue, qu'il y a une présence physique, mais on sent aussi que ça plonge assez rapidement et que c'est une rediff de la semaine dernière. Mais c'est exactement, j'ai l'impression de répéter les mêmes choses. J'essaye, les gars, mais c'est les mêmes choses à chaque fois. 3, 4, 5, ouais, il n'y a pas grand-chose, Tolisso, ce soir. On sent qu'il pourrait y avoir mieux. Vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'il pourrait y avoir un petit peu mieux, Tolisso. Mais voilà, c'est neutre, c'est neutre. C'est juste neutre. Et c'est dommage, parce qu'on en attendait beaucoup plus. Et à partir du moment où il est apte physiquement, on en attend plus de Tolisso. Parce que le doute qu'on avait sur Tolisso, c'était sur sa capacité à jouer. À partir du moment où il joue, il doit faire mieux. Et le problème, c'est que là, il n'affiche pas les qualités d'un mec qui est champion du monde et qui a joué au Bayern pendant plusieurs années. Donc c'est problème. C'est aussi, les gars, problème d'ego qui devrait partir en prêt pour se former. Ouais, c'est même pas ça. De l'inédit, le concours de tweets de l'As. Ouais, alors j'ai même pas, je vous le dis, j'ai même pas concerté Parion Sport pour le freebet. Je lui balançais comme ça. Bon, ils vont lui filer le freebet de toute façon. Hein. Mais je me suis dit, oui, ça va nous illuminer un peu la soirée. Je donnerai le vainqueur demain. Parce que là, je vais pas avoir trop le temps. TT. TT, c'est pas le plus mauvais ce soir, mais bon, on est toujours pareil. Hein. C'est. Vous voulez que je fasse encore les dessins? Voilà, on va faire les dessins. TT, Toko, Dembélé et Lacazette. Voilà. Et on a la belle grille là. Voilà, ça c'est la zone où l'Olympique Lyonnais joue. Et ça, c'est les zones où l'Olympique Lyonnais ne joue pas au football. Voilà, donc pour anéantir l'Olympique Lyonnais, c'est pas compliqué. Il suffit de mettre 3 défenseurs, un là, un là, un là, de faire les latéraux ici, et c'est bon. Plus de problème. C'est hyper facile de rendre l'OL inoffensif. C'est hyper facile, vraiment. N'importe qui regarde 30 minutes d'un match de l'OL est capable de dire oui, c'est facile, il suffit de mettre des mecs dans l'axe. Voilà, fini. C'est bon, vous avez votre plan de jeu défensif contre l'Olympique Lyonnais. C'est terrible quand même. C'est terrible. Donc oui, Tété, c'est bien. Tété, voilà, le but, même si le but, il chatte un peu quand même. Sans le but, c'est pareil. Hein. Tété, je suis désolé, mais moi, je commence à avoir la même grille d'analyse pour Tété qu'avec Toko Ekambi, même s'il n'y a pas le malus attitude. Mais Tété, si on enlève le but, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien, hein. C'est un gros but de merde, c'est un but qui chatte, mais sinon il n'y a pas grand chose. Donc moi Tété je vais mettre 5, parce que certes il marque un but, donc c'est pas mal, mais ça suffit pas, c'est encore une prestation très 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 insuffisante de Tété. Toko Ekambi, Toko Ekambi, voilà, ma note c'est ça. Rire, voilà, parce que moi Toko Ekambi, j'arrive au stade où ça me fait rire. Ça me fait rire. Quand il a le ballon, je rigole. Quand il y a Tagliafico qui fait des appels, ça me fait rire. Donc voilà, je me suis fait troller. Alors je vous le dis, hein, parce que c'est rigolo. Je me suis fait troller ce soir par Stéphane Bauken, qui s'est foutu de ma gueule sur Toko Ekambi. Voilà, mais voilà, rire hors rire, exactement. Bon, Toko Ekambi, j'en ai marre. Voilà, vous savez quoi, c'est un peu comme le mec de Welfan TV, c'est-à-dire je donne plus l'heure à Toko Ekambi. Je m'en fous, voilà, donc on ne note pas. Dembélé, j'ai aucun souvenir de Dembélé sur ce match. Aucun souvenir de Dembélé sur ce match. Je vois pas ce qu'il a fait de bien. Je pense qu'il a essayé. Il a mis une belle tête à un moment donné, effectivement. Mais bon, hors jeu, ouais. Ouais, 3. 3 Dembélé et Lacazette. Lacazette, il y a un malus leadership quand même. Vous voyez, il y a un malus leadership sur Lacazette. Quelques remises, ouais, mais bon, allez, 3,5. 3,5. Voilà, 3,5 pour Dembélé. Lacazette, ça me fait chier. Je vous jure, ça me fait chier de devoir mettre une note de merde à Lacazette parce que moi, j'ai les yeux de l'amour pour Lacazette. Mais, wesh. À un moment donné, on attend mieux de lui quand même.
On attend mieux de lui. On attend mieux de lui sur tous les compartiments. On attend mieux de lui dans la finition. Il y a beaucoup de décisions de frappe qui ne sont pas les bonnes. Il y a beaucoup de remises qui ne sont pas précises. Et à un moment donné, dans cette équipe où tout le monde a l'air d'avoir abandonné et quitté le navire, c'est quand même à Lacazette et à Tolisso de sonner la révolte. C'est ces deux mecs-là qu'on a fait revenir pour l'ADN-OL, qu'on a fait revenir pour le leadership capable de normalement porter cette équipe. Mais ils sont où? Qu'est-ce qu'on fait? Donc bon, voilà, on fait la même chose à chaque fois. C'est le même débrief. C'est le même débrief depuis 5 matchs. C'est le même constat de lucide. On est lucide là-dessus. On est lucide, on sait que c'est la merde. Je suis en train de regarder les notes de l'équipe qui ont été très 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 généreuses. Qui ont mis 5 à Gusto, 3 à Tolisso, 6 à Le Penant, 4 à Lacazette, 3 à Dembélé, 4 à Toko, 4 à Tété. Je sais pas ce qu'ils ont vu, mais moi j'ai pas vu des choses comme ça. Mais bon. Vincent Duluc qui vient de tweeter, qui a tweeté il y a 40 minutes, à l'époque de Bernard Lacombe puis de Gérard Roulier, Peter Bosz n'aurait aucune chance de tenir aussi longtemps. Il manque un peu de foot aujourd'hui dans les décisions de l'OL. Malheureusement, on ne peut pas lui donner tort. C'est une attaque envers la direction de Vincent Duluc, c'est suffisamment rare pour être signalé. Dans les rares petits points positifs, parce qu'il va quand même falloir essayer d'en trouver, on n'est pas des dépressifs à 100%, uniquement à 95%, j'ai trouvé l'entrée de Jeffrey Ndalid assez brillante. Déjà, pour la première fois qu'on voit à l'Olympique Lyonnais quelqu'un capable de frapper de loin, c'est suffisamment rare pour être signalé. Voilà, une belle frappe de loin, 3 même frappes de loin de Jeffrey Ndalid. On l'avait enterré, j'ai été très dur avec Jeffrey Ndalid. Son entrée ce soir est positive. Est-ce que ça en amènera d'autres? Je ne sais pas. Est-ce que ça suffira pour être titulaire? Je doute. Mais voilà, c'est déjà quelque chose de positif, c'est de savoir que Jeffrey Ndalid est capable de, à défaut d'être un immense joueur qu'il a pu être quand il était à Angers, de décocher des belles frappes de loin. C'est une bonne chose, déjà. Défend et surtout lève la tête. Ouais, on verra. Au niveau du positif, pour le reste, qu'est-ce que vous voulez retenir de positif sur ce match? Lyon, c'est 0 but en dehors de la surface cette saison. Bon, qui est surpris sur cette stat? Personne n'est surpris de cette stat. Au moins, il tire. Non, mais c'est quand même à signaler, et c'est là, c'est dire à quel point le niveau d'exigence est bas. C'est quand même à signaler que c'est un des rares joueurs à être rentré et à avoir sonné la révolte. Cherki est rentré, a été un peu anecdotique, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. L'ambiance au stade, voilà. Lacazette 2, ouais, non, je suis un peu dur sur Lacazette, on va mettre 3 quand même. On va mettre 3, ça me paraît plus judicieux. Hop là, 3 pour Lacazette. Gérard qui se dit qu'avec les nouveaux tirs puissants de FIFA, il y a quelque chose à faire. Cherki est rentré, pas grand intérêt. Après, bon, 10 minutes pour Cherki. Le coaching, il faut qu'on parle du coaching. Je vais aller regarder là. Je vais aller regarder pour être sûr de ce que je dis. Le premier remplacement de l'OL intervient à la 68e minute. C'est l'entrée de Jeffrey Ndalid, l'entrée de Cacré. C'est-à-dire que dans un match où tu te fais égaliser après l'heure de jeu, t'attends l'égalisation pour faire un changement. Mais pourquoi? On voit bien que ça fonctionne pas. On voit bien qu'il n'y a rien sur le terrain, que ça va arriver, l'égalisation. Encore une fois, on est sur un coaching absolument désastreux, avec des entrées en jeu après la 68e minute. Moi, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. J'en peux plus de Peter Bosz, j'en peux plus de ce club où tout le monde se fout de la gueule de tout le monde. Les joueurs se foutent de la gueule du coach. Le coach, visiblement, se fout de la gueule d'à peu près tout le monde. La direction se fout de la gueule des supporters et visiblement du coach aussi, puisque dans un monde normal, tu fais sauter le coach, tu recommences de zéro, tu fais un nouveau projet. Je suis à peu près sûr que si tu fais une solution interne avec Fofana, Cassapa, et Dieu sait que je suis pas pour, ça peut pas être pire que ça. À un moment donné, il faut quand même faire un électrochoc. Dans aucun club de Ligue 1 qui joue la première partie de tableau, tu fais 4 défaites et 1 nul sans que le coach soit menacé. Ça n'existe pas. Si demain Rennes fait 4 défaites et 1 nul, je pense que Genesio est en grand danger. Il saute peut-être pas tout de suite. Mais si c'est l'OM qui fait ça, c'est la guerre. Je comprends pas. Voilà. Non, j'ai pas vu les déclats de Lacazette. Je vais aller les chercher puisque visiblement elles sont intéressantes et je pense qu'elles sont intéressantes à agrémenter dans ce débrief. Je vais aller regarder les déclarations de Lacazette. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, on va remonter ça. Lacazette. Il y a beaucoup de discussions derrière les portes. Faut pas penser qu'on fait rien. On va parler et continuer à travailler et à se bouger le cul. Je sais ce que le coach veut. Je parle pour moi. Quand je vois ce soir, j'ai pas l'impression que c'est le cas de tout le monde. Je veux gagner des matchs. Ce n'est pas à moi de décider s'il reste ou non. Je suis là pour jouer. Bon, ça veut dire qu'il est pas trop derrière le coach. Mais du coup, si ton capitaine t'explique qu'il en a plus grand-chose à foutre du coach, qu'est-ce que le coach fout encore là? Si Lacazette a lâché Bosz, ça veut dire que tout le vestiaire a lâché Bosz. En tant que capitaine, il ne peut pas dire ça si le reste du vestiaire n'est pas avec lui. Donc à un moment donné, il faut prendre les bonnes décisions.
Et chaque jour qui passe où l'état-major du club ne vire pas Peter Bosz, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. À un moment donné, ça sert à rien. Qui y croit encore? Putain, Dieu sait que j'ai été dans le train Peter Bosz pendant longtemps, Dieu sait que je lui ai donné toutes les circonstances atténuantes du monde. La gouvernance du club, Juninho qui part, le mercato de merde, le temps aussi, mais il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver. Donc bon. Voilà, pour le constat un peu sans appel de ce débrief. Il nous reste le Jurigno à faire et ensuite on aura terminé. On fera un petit point sur les classements. On va faire le Jurigno ensemble, histoire de terminer. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour ceux qui sont là. Ceux qui sont sur YouTube, vous l'avez facilement, vous tapez Jurigno sur Google et vous allez le trouver avec un Y. Alors, Jurigno, au niveau du positif, on va mettre Jeffrey Adelaide quand même. Hein. Même si c'est pas une entrée tonitruante, on va lui mettre plus 2. Dans les mauvais, on va mettre Thiago Mendes. Moins 4, ça me semble à peu près logique. Toko mérite aussi son moins 3. Qui n'a pas été bon ce soir? Qui n'a pas été... J'arrive même pas à trouver qui a été... Ouais, Lacazette, ouais. Lacazette, on va lui mettre moins 3 aussi. Et on va mettre un plus à Le Penant quand même, qui mérite son petit plus. On va lui mettre plus 2. On va mettre plus 1 à Ravenheim, parce que c'est quand même... On se contente de très très peu là-dessus. Hein. Voilà, vous pouvez faire votre Jurigno, hein. Je vous rappelle la règle, c'est vous avez 5 joueurs à noter de moins 5 à plus 5. L'idée c'est de noter les joueurs qui ont le plus d'impact sur la rencontre. Vous avez un classement sur l'année, vous voyez que c'est Johan Le Penant qui est en tête, largement en tête, et que c'est Toko Ekambi qui est large dernier, à peu près représentatif du ressenti. Un petit point Tour de Lombardie, on va en parler vite fait après, mais très très vite fait. Avant ça, on va faire un petit point Ligue 1, même si c'était la première rencontre de cette journée de Ligue 1, juste pour faire un petit point sur le classement. Alors, le classement de l'OL, non, c'est pas ça. Ça, c'est Retafe Real Madrid, on s'en bat un peu les couilles. Voilà, hop. Le classement de Ligue 1, pour vous montrer que l'Olympique Lyonnais est 7e du classement. 7e du classement avec 10 matchs joués, c'est-à-dire que potentiellement ce week-end, l'OL peut être 10e, voire 11e. Éventuellement, si 3 gagne, puisque 3 doit avoir une meilleure différence de but. Non, on peut être au pire du pire, on sera 10e. Mais bon, c'est pas grave, 10e, c'est la première partie de tableau, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Voilà, qu'est-ce qu'on aura ce week-end à se mettre sous la dent? Alors, calendrier. On aura le pire dans tout ça. On aura Marseille qui va jouer à Ajaccio. Donc autant vous dire que ça sent quand même très fort les 3 points pour Marseille. PSG qui va jouer contre Reims, c'est anecdotique. Monaco-Montpellier, on peut imaginer que Monaco s'en sortira sans trop de mal. Strasbourg-Angers, c'est un match de grand danger. Le relais Guico, on espère quand même que Strasbourg va se remettre un peu vers l'avant. Lorient-Brest, c'est pareil, hein, Lorient devient un vrai candidat au top 5 hein, à force. Merci Georges Wissel pour l'abonnement. Clermont-Auxerre, on s'en fout. Nice 3, on peut quand même imaginer que Nice va marquer des points. Rennes-Nantes aussi. Nantes, c'est quand même très très faible globalement. Et Lille-Lens, peut-être l'occasion de pas trop perdre de terrain pour l'OL, mais on en est déjà là, quoi. On en est déjà là. Donc voilà, 3 derby, effectivement, on suivra ça de près, on va pas faire de pronos, mais si, on va faire une petite séance pronos, puisqu'on n'a rien fait d'autre. Marseille-Ajaccio, Marseille, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Reims-PSG, c'est anecdotique. Montpellier-Monaco, est-ce que vous pensez que Monaco peut s'imposer là-dessus? C'est quoi les autres solutions de coach qu'on a? On en parle juste après. Angers-Strasbourg, on va dire que Strasbourg va s'imposer 1-0. Lorient-Brest, logiquement, selon la dynamique, Lorient devrait s'imposer. Clermont-Auxerre, un petit 1 partout, ça me semble cohérent. Nice 3, normalement Nice devrait s'imposer, même si Nice c'est quand même très très faible. Rennes-Nantes, honnêtement Rennes-Nantes, je vois pas trop de matchs. Hein. Je pense que Rennes va gagner sans trop de problème. Et Lille-Lens, allez, un petit match nul quand même. Les solutions de coach. Alors c'est toujours pareil avec les coachs à Lyon. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à deviner qui sera le prochain coach, à imaginer des solutions. On peut imaginer, je sais pas, Julien Stéphan, solution interne, Laurent Blanc. Mais le problème, il n'est pas là, en fait. Chaque discussion qu'on va avoir sur le prochain coach à Lyon, c'est une discussion qui nous éloigne du vrai problème, qui est comment réussir dans cette gouvernance bordélique avec un responsable de recrutement qui n'a pas les réseaux, avec un directeur du football qui ne connaît pas grand-chose au football, et avec un président qui a quand même un petit peu de mal quand même à garder son sang-froid. Donc je ne pense pas que ce soit intéressant de parler du prochain coach à l'OL. Je pense que c'est peine perdue. Et j'espère, même si j'espère sincèrement qu'on trouvera un coach qui est capable de faire le strict minimum, c'est-à-dire ce que n'a pas été capable de faire Peter Bosz. Et maintenant qu'on arrive à la fin de l'ère Peter Bosz, il ne faut pas les réhabiliter,
Mais il faut dire qu'effectivement, Bruno Genesio et Rudy Garcia ont réussi, eux, à faire le strict minimum. Ça ne veut pas dire que c'était suffisant, mais ils ont réussi le strict minimum. C'est-à-dire ils ont réussi à aller chercher les places européennes. C'est pas suffisant, on vise la Ligue des Champions. Ils ont réussi à faire des parcours européens assez intéressants de temps en temps. C'est parfois pas suffisant, mais c'était le strict minimum. Et aujourd'hui, même le strict minimum, l'Olympique Lyonnais ne l'a pas. Donc l'objectif, c'est pas de trouver le coach qui va être capable de ramener l'OL au sommet, c'est de trouver le coach qui va être capable de réussir le strict minimum à Lyon. Et putain, c'est dire si on a des exigences qui sont basses. Moi, je veux pas un coach qui nous mette deuxième de Ligue 1, je veux juste un coach qui soit capable de nous faire arracher la 4e ou la 5e place. Moi, je m'en fous, la Ligue des Champions. Si on nous emmène à Debrecen le jeudi, je suis content. Voilà. Aujourd'hui, je suis content. Même l'Europa League Conférence, si on va jouer à Sturm Graz ou au Liechtenstein ou FC Vaduz, je suis content. Je me fais chier en semaine. Je veux juste un coach qui nous emmène à la 5e ou la 6e place. Putain, c'est tout, juste ça. Juste ça. Et un petit peu de jeu aussi. Un petit peu de football, un petit peu de méritocratie. Et c'est tout. Rendez-moi Ringard à la limite. Rendez-moi Rémi Garde, on finissait 4e ou 5e, on voyait un petit peu de football, c'était rigolo. On allait se balader dans l'Europe, c'était rigolo. Voilà, on avait peu d'ambition, peu de résultats, mais au moins on kiffait un petit peu de temps en temps. On en est là, quoi. On en est là. Deuxième budget de Ligue 1, un stade de 60 000 places, des infrastructures folles, un des meilleurs centres de formation du monde. Et on en est à mendier pour une 4e place de Ligue 1. Voilà la conclusion de ce débrief qui aura duré un petit peu moins longtemps que d'habitude, mais c'est normal, le setup n'est pas idéal pour le débrief. Vous voyez, je suis fatigué, j'ai les cheveux ébouriffés, le décor n'est pas à la hauteur de ce que vous pouvez habituellement avoir. Mais voilà, donc la grande question des prochaines semaines, il y en aura deux. C'est un, quand est-ce que Peter Bosz va enfin sauter? Quand est-ce qu'on va enfin prendre ses responsabilités du côté de l'Olympique Lyonnais? Et deux, qui prendra sa place? Quel sera le projet de l'OL à court et à moyen terme? Où en sera l'OL à la trêve internationale? Eh bien écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le week-end prochain, pour le match contre Rennes, en espérant ne pas voir une grosse branlada comme on a eu l'an dernier. On va espérer quand même que l'OL fasse bonne figure contre son ancien coach, même si très honnêtement, j'ai vraiment pas beaucoup d'espoir. J'arrive au stade où je regarde les matchs en me disant qu'est-ce qui va encore se passer, qu'est-ce qui va nous faire rire aujourd'hui. Voilà, donc à mon avis, je pense que je suis d'accord avec toi, Live OL, je pense que ce sera la trêve quoi qu'il arrive, mais la trêve quoi qu'il arrive, c'est 1 mois et demi de perdu. 1 mois et demi de perdu, et effectivement, moi j'arrive presque dans cette situation-là, et je devrais pas le dire en live parce que ça va me revenir dans la gueule, mais j'arrive presque dans la situation où j'ai envie qu'on prenne des branlées pour qu'on puisse plus se cacher. Voilà, pour qu'on puisse plus se cacher à l'état-major du club, j'ai envie qu'on prenne... parfois, en vrai, j'ai pas vraiment envie de ça parce que ça me déprime encore plus. Mais je me dis, tu sais quoi, si on prend 5-0 à Rennes, j'ai envie de prendre le micro et de le tenir au las en disant, tiens, vas-y, raconte-nous maintenant, raconte-nous une histoire, Père Castor. Parce que qu'est-ce qu'il va falloir pour que ça bouge? Vous voyez? Il faut quoi? Il faut un 12-0 pour Rennes? Il faut que Peter Bosz il demande à ses joueurs de mettre des buts contre leur camp, parce que là, ça peut difficilement être pire quand même. Donc bon. Voilà, vu la situation, vu le calendrier, ça va être compliqué. Je vous ai pas mis le calendrier de l'OL, mais si vous voulez, on va rigoler un petit peu. Voilà, ça sera bien pour finir ce débrief. On va aller rigoler un petit peu. On va aller regarder le calendrier de l'Olympique Lyonnais sur les prochains matchs. Je vais vous le mettre incessamment sous peu à l'écran. Voilà, le calendrier de l'OL. Nous allons nous déplacer à Rennes. Donc déjà, nous allons rigoler. Ensuite, nous allons nous déplacer à Montpellier. C'est casse-gueule. Ensuite, nous allons jouer contre Lille, puis Marseille, puis Nice. On va jouer à Brest. Brest, c'est toujours un plaisir. Et enfin, on aura un enchaînement de matchs un peu plus facile sur le papier. Mais entre Rennes, Lille, Marseille et Nice, on peut encore beaucoup rigoler jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde. Il nous reste 5 matchs. Combien de points sur ces 5 matchs, vous pensez? Qu'on rigole un peu, vous voyez, combien de points sur ces 5 matchs? Rennes, je ne vous vois pas gagner. Allez, dans le meilleur des cas, imaginons, le meilleur des cas, 1 point ici, 3 points ici, 1 point ici, 1 point ici, 3 points ici. Dans le meilleur des cas, l'OL en prend quoi? Allez, on en prend 9, on en prend 8. Dans le meilleur des cas, honnêtement, je suis ambitieux là-dessus. Et on peut très bien perdre ici, faire match nul ici, perdre ici et faire match nul ici. Hein. Voilà où on en est. Voilà les gars, ça aurait fait une toute petite heure de débrief. Le replay sera comme d'habitude disponible sur YouTube. Ça va me prendre un peu plus de temps parce que je suis avec le PC de merde là. Il va falloir que j'investisse un peu. Mais merci à vous d'avoir suivi ce débrief. C'était un peu laborieux. J'ai dû emmener pas mal de trucs dans les valises et c'était pas hyper quali. Je m'en excuse, mais merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout. On continuera les débriefs, hein, quoi qu'il arrive, qu'il y ait Parion Sport ou pas. Je suis en pleine renégociation avec Parion Sport. On espère qu'ils vont rester parce que ça m'arrangerait beaucoup financièrement. Et d'ailleurs, j'en profite que ça continue ou pas pour les remercier parce que leur soutien m'a été d'une énorme aide cette année pour me permettre de vous donner ce contenu-là et de le continuer. Moi, j'adore faire ça, donc je suis très content. On se retrouvera du coup après
ferai le match contre Rennes pour ce qui est du côté OL. Demain, si le temps le permet, si le réseau le permet, j'essaierai de faire un live IRL du Tour de Lombardie, parce que je suis à Côme, et demain, il y a la dernière grande course de la saison, un monument. Je suis à 25 mètres de la ligne d'arrivée. Donc j'essaierai peut-être de faire un live IRL. Honnêtement, c'est très peu probable, mais on ne sait jamais. Et pour le reste, je rentre à Paris mardi, et on fera un petit peu plus de live à ce moment-là. Je vais vous envoyer en raid. Je ne sais pas chez qui, je vais regarder. Mais je vous donne rendez-vous du coup, écoutez, semaine prochaine, à partir de mardi, à partir de mercredi plutôt, pour la suite de ces petites aventures et de la dépression liée à l'Olympique lyonnais. Merci à vous. N'oubliez pas d'aller sur YouTube et de lâcher les petits pouces, les petits likes, les petits abonnements, ça fait plaisir. Ça monte bien, honnêtement, ça monte bien, ça fait très plaisir. Je suis très content parce que chaque vue en plus, c'est une vue que je peux montrer à Parions Sport pour qu'ils renouvellent le partenariat. Donc vraiment, le soutien, c'est important. Parce que là j'arrive dans une période où ça va vraiment être important. Donc merci à vous, ceux qui donnent un peu de force, qui mettent les commentaires, les pouces bleus et tout, c'est hyper important pour moi et ça fait très plaisir. Envoie-nous chez Mehdi. Oui, vous allez aller chez Poubelle TV, vous allez être très bien accueillis. En plus, notre ami Mehdi, il est toulousain, donc autant vous dire qu'il a dû se régaler ce soir aussi. Voilà pour vous. Allez, bisous, à bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'Olympique lyonnais est une formidable raison de ne pas être très heureux malheureusement. Allez, ciao, bisous.